On est en pleine campagne présidentielle. Donc on est dans un moment où tous les médias rivalisent de contenu politique et tout. Aucun contenu politique n'a jamais été pensé pour s'adresser très spécifiquement et directement à un public jeune. Jamais. Tout ça pour dire que c'est le moment où moi j'ai une responsabilité dans ce marasme, c'est d'être au rendez-vous et de dire moi je vais le faire. Moi je vais proposer un format, un contenu qui va s'adresser à des jeunes qui sont éloignés de la politique, qui n'aiment pas la politique, qui ont même probablement pas très envie de regarder une émission politique. Mais moi je fais le pari que si on le fait bien, ça peut être la première émission politique regardée par des jeunes. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Jean Massier, streamer politique et animateur, entre autres, avec un S, de Backseat, un talk show interactif sur Twitch. Alors oui, streamer politique, c'est un métier qui n'existait pas. Jean Massier l'a presque créé et on en parle aujourd'hui. Jean, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour témoigner un petit peu sur Mediarama. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent que comme streamer, rapidement ton parcours. Donc tu as fait une licence de droit à Nanterre, puis un master à l'ENS et des expériences en cabinet du président du Conseil général de Seine-Saint-Denis et plume pour Marisol Touraine, qui était, je rappelle, ministre de la Santé de 2014 à 2015. Qu'est-ce que tu retiens de ces années en politique avant de devenir streamer ? C'est dur à dire, c'est très intense la politique quand on l'a fait en tant que collaborateur de cabinet. Donc ces petits personnels derrière le rideau qui travaillent au contact direct des décideurs pour les accompagner dans l'exercice de leur mandat. C'est un métier très intense. Ce que je retiens, c'est que la politique, elle est humaine. C'est-à-dire que les personnes qui la font sont des êtres humains, avec tout ce que ça comprend, de bien comme de mal. Et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose que j'essaie de faire transparaître aujourd'hui, cette compréhension du politique par le prisme, des personnes qui la font. De leurs limites, de leurs talents, de tout ça en même temps. Exact. Est-ce que t'as toujours eu une vocation pour la chose politique ? Non. En fait, c'est marrant parce que moi, la politique, j'y suis entré par une porte dérobée. Moi, j'ai fait de l'associatif. C'est l'engagement associatif qui a été mon premier engagement quand j'étais lycéen et étudiant. Je me suis plongé dans l'engagement associatif, l'engagement bénévole. J'étais responsable de plusieurs structures associatives nationales d'engagement des jeunes. Ouais. C'était l'objet de mon engagement, c'était les jeunes, leur participation à la vie publique, leur engagement, les associations étudiantes, les journaux lycéens, les associations de mineurs, etc. C'était ça mon truc. Et quand t'es responsable associatif, tu te retrouves forcément à avoir une interaction avec le champ politique, ne serait-ce que pour négocier des subventions, organiser un festival. Enfin bref, tu rencontres du politique, quoi. Tu rencontres de l'adjoint au maire, du vice-président de région, tu rencontres ces gens-là. Et j'ai vu que dans leur entourage il y avait ces fameux collaborateurs qu'on voit jamais, mais moi je les voyais parce que c'est avec eux que je discutais et je suis tombé un peu amoureux de leur métier parce que je trouvais ça très cool. Ils avaient l'air jeunes, ils avaient l'air sympas et puis leur métier avait l'air très bien, hein. Leur métier, ça avait l'air d'être de se démerder pour qu'il y ait une vie culturelle intéressante dans la région. Bon, c'est pas mal comme métier. Ça c'est pas mal, ouais. Donc voilà, tu vois, ça m'a un peu intéressé et c'est comme ça que je suis rentré, c'est comme ça que ça m'a intéressé ces métiers-là. C'est pas du tout la voie classique, hein. Normalement la voie classique, c'est le parti politique, c'est l'engagement partisan, c'est militant, assez jeune. Le militantisme au sens partisan du terme. Ouais. Les mouvements, notamment, c'est les mouvements étudiants, après tu rentres dans un parti, après tu montes les échelons, tu deviens élu et tu deviens collaborateur. Moi, c'était pas du tout ça. Moi, je suis vraiment rentré par l'action publique. Le côté, non, mais on va travailler professionnellement à mettre en œuvre un programme politique, mettre en musique l'action d'une administration, le vote de délibération, etc. Voilà. Top. Et la vulgarisation, la transmission, parce que donc toi, tu côtoyais ces gens, est-ce que tu avais déjà un peu envie d'expliquer ce qu'ils faisaient, le vulgariser, ou d'une manière générale, la vulgarisation, c'est quelque chose qui t'a toujours parlé ?
Non, ça m'a pas toujours parlé, mais par contre, moi je fais partie de la première génération YouTube. C'est-à-dire que j'ai découvert YouTube avec les premières vagues de 2010, en gros, qui étaient d'un côté les humoristes, ceux qui nous faisaient rire, avec Squeezie, Norman, Cyprien, etc., des noms très connus aujourd'hui. Ouais, je rappelle que t'es né en 88. 88, ouais. T'as vraiment, Ouais, voilà, t'as YouTube pour toi, t'étais pré-ado, c'était YouTube, les comics, etc. T'es vraiment de cette génération-là. Complètement. Ouais, complètement. Ouais, moi, je fais partie des tout premiers sur YouTube à consommer du contenu. Et surtout, j'ai été très marqué par la première génération, la première vague de vulgarisateurs sur YouTube. Donc tout un tas de vidéastes qui sont aujourd'hui des amis, hein, mais Nota Bene, Manon Bril, y penser, tout un tas de chaînes YouTube d'amateurs qui se filment chez eux en train de te raconter un truc pointu mais qui les intéresse, qui les passionne, et ils ont envie de te le transmettre. Et eux, ils m'ont beaucoup marqué. Et c'est probablement eux qui m'ont donné envie de faire de la vulgarisation plus tard. Et ensuite, sur la vulgarisation, non, j'ai senti aussi, moi, quand je bossais en politique, c'était devenu mon travail, mon métier. Et il y a un truc dont tu te rends compte très vite quand tu bosses en politique, c'est que les gens ont envie de t'en parler. Ouais, et on te demande poliment, tu fais quoi en ce moment, tu fais quoi dans la vie, donc tu réponds je travaille dans la politique, et alors là tout de suite les personnes veulent te parler. Ah ouais, tu fais quoi exactement, et voilà, et c'est parti quoi, ils veulent en parler. Et c'est parti, et surtout ils veulent te dire ce qu'eux pensent. Ouais. Ce qui est très bien, hein, mais voilà. Et en fait moi j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient ce que je faisais, en quoi ça consistait, et en fait je me rendais compte que je passais beaucoup de temps à vulgariser ce que je faisais, à l'expliquer, notamment à des amis, à des gens comme ça que je rencontrais. Et ce qui est marrant, c'est que comme j'ai bossé en politique, moi la politique avait de moins en moins de secrets pour moi. Ouais. Et plus on avançait en âge, plus je trouvais qu'elle en avait de plus en plus des secrets pour les autres. Ouais. Je voyais mes copains s'éloigner de plus en plus de la politique tellement ils y comprenaient rien. Ouais, qui est quelque part presque le reflet de ce qui se passe en France, en tout cas pour une génération. C'est vrai que des chemins qui s'éloignent, un moindre intérêt, on n'y comprend plus, c'est compliqué, on n'y croit plus presque même. Ouais, complètement, c'est ça. Et avant de parler de Twitch, l'époque Twitch, est-ce que tu as à cette époque, comment tu voyais la relation entre la politique et les médias traditionnels, l'évolution? Il n'y avait pas d'évolution, parce que de toute façon, il n'y avait que les médias traditionnels qui parlaient de politique, donc ça réglait la question. Ouais, de la même façon depuis des années. Ouais, oui, c'est ça. Oui, complètement. Donc bon, voilà, on n'a pas réinventé la poudre, hein. C'était la matinale de radio, qui est un exercice très particulier, le 20h, qui est un exercice très particulier, le grand oral, avec le grand jury d'RTL, par exemple, tout un truc comme ça. On avait les émissions savantes avec quelques politologues qui se mettent autour d'une table pour discuter. À l'époque, il y avait C'est dans l'air. Ouais. C'est ça, C'est dans l'air avec Yves Calvi, qui était une des rares émissions où, avec quelques experts autour de la table, où on essaye de parler sans débattre, sans juste pour éclairer. en fait, c'est avec des gens qui sont là pour éclairer le sujet, et pas pour donner leur opinion dessus. Donc c'était assez intéressant. Et à ce moment-là, je raconte le début des années 2010. Il y a quand même BFM TV, hein. BFM TV qui a quand même cassé la baraque depuis le milieu des années 2000, en inventant une nouvelle manière de montrer le tempo politique. Donc je me souviens d'une accélération du tempo politique quand même, mine de rien. On est en plein quinquennat Nicolas Sarkozy. On est à un moment où tous les ministres font des propositions de loi tous les jours pour réagir à chaque point d'actualité. Donc je me souviens quand même d'un premier moment de tension politique, ne serait-ce qu'autour de l'accélération du tempo. Ouais. Dicté en partie par BFM TV et son succès déjà à l'époque. Mais on n'est pas encore dans l'ère des télés d'opinion comme on a aujourd'hui avec CNews. Ouais, ça qui est plutôt c'était pas encore cette époque-là. Ouais, c'est pas encore cette époque-là. Et à ce moment-là, donc ça c'est côté médias traditionnel, et côté médias web, on commence à voir émerger une première génération de vidéastes politiques qui sont des vidéastes qui vont parler de politique en donnant leur opinion. T'as des exemples à donner là-dessus? Ouais. Alors malheureusement, il y a un exemple qui est historique en France, c'est quand même Alain Soral et Dieudonné. J'y aurais pas pensé, mais t'as raison. Oui, Alain Soral et Dieudonné bien sûr, ça a été des noms très importants dans l'histoire du web politique français des années 2000, parce que ils ont été là avant tout le monde. Alain Soral sur son canapé qui te fait des vidéos à rallonge en déblatérant des conneries antisémites. Le plus important dans ce que je viens de dire, c'est le format. C'est le mec dans son canapé qui se filme. C'était ça la nouveauté en fait. Le fait est que c'était un antisémite, mais la nouveauté était là, l'accessibilité, le caractère de gaurotisation, évidemment, avec la création de Égalité et Réconciliation. On parle de ces années-là, quoi. Dieudonné avec ses affaires, ses affres, etc. Qui cartonnent à ce moment-là. Privé d'antenne, etc. Donc. Mais oui, en plus, alors du coup, voilà, donc t'as tout un discours comme quoi Internet, à l'époque, Internet était souvent vu comme le refuge
d'un discours alternatif au discours dominant, soi-disant porté par les médias. C'était ça le truc. Ouais. Mais de l'autre côté du spectre aussi, on a des personnalités dont pour le coup j'étais beaucoup plus proche, comme Usul par exemple. Usul qui est aujourd'hui chroniqueur sur Backseat, mais qui à l'époque était chroniqueur sur un site de jeux vidéo, qui s'appelle jeuxvideo.com. Ouais. Il faisait des chroniques pour parler de jeux vidéo, mais en fait il politisait énormément son discours. Il expliquait beaucoup de choses en lien avec la politique et le jeu vidéo, ce que les jeux vidéo disaient de notre culture, de nos mondes, de nos rapports de force et tout. Et Usul a été une des personnes qui m'a inspiré. Et ensuite, moi, j'ai fait partie de la première génération parce qu'en fait, quand j'ai créé, on en parlera, mais quand j'ai créé Acropolis en 2015, je me suis retrouvé jeté dans le bain du proto YouTube politique avec Nuit debout, avec des gars comme Ozon Causé que j'ai rencontré à ce moment-là. À l'époque, il y avait Danny Caligula qui faisait des vidéos, il y avait qui est-ce qui faisait il y avait pas mal de monde voilà qui faisait des vidéos sous forme de facecam. Thinkerview, c'est plus tard. Bertrand, il est arrivé à peu près à la même période. Non, Thinkerview, ça fait un bout de temps. Ouais. Thinkerview, ça faisait un bout de temps que c'était là. Il y a aussi un autre format, mais c'est un peu différent, mais effectivement. Ouais, Bertrand, c'est particulier ce qu'il a inventé. Alors lui, il s'inspire beaucoup de la slow TV, qu'on voit beaucoup en Europe du Nord, notamment. La slow TV, c'est un format très lent, qui marche très bien, en fait, qui séduit un certain type de public qui est prêt qui est même demandeur de formats très longs. 45 minutes, tout ça, il y a des gens qui adorent ça. Donc voilà. Et toi, tu regardais un petit peu à l'époque Twitch, le streaming. Alors oui. T'étais familier, t'étais consommateur. Ces gens-là dont tu parles, tu les regardais, tu les connaissais, t'étais. Moi là, oui, c'est marrant parce que là, je t'ai parlé que de youtubeurs, mais en fait, la vraie nouveauté pour moi à partir du tournant des années 2010, c'est Twitch. Ouais. Twitch qui a été une véritable gifle. Moi, j'ai découvert Twitch du jour au lendemain. Je suis devenu totalement accro parce que je suis passionné de jeux vidéo depuis toujours. J'ai toujours aimé le jeu vidéo. J'ai toujours aimé la culture jeux vidéo. J'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport. Et à ce moment-là arrive Twitch. Et quand je dis arrive Twitch, il y a des personnes exceptionnelles qui arrivent sur Twitch. Avec Zerator, à l'époque je vais pas faire l'historique de Twitch, mais en gros, il y a eu une époque où les web TV avaient le vent en poupe partout sur Twitch. C'était Eclipsia, c'était Millennium, c'était Gaming Live, O-Gaming évidemment, les pionniers. Voilà, donc moi, si tu veux, à ce moment-là, je découvre Twitch, je découvre toutes ces ambiances-là, toutes ces communautés-là, je découvre des streamers qui m'ont énormément inspiré pour la suite. Et donc, à partir de 2012, je regarde quotidiennement Twitch. Et j'adore ça, et je suis happé, et je trouve ça extraordinaire. Et c'est vraiment à l'époque uniquement jeux vidéo. Hein. De toute façon, on y reviendra parce que donc tu te lances quand même toi, donc c'est en 2015. Ouais. Tu te lances sur Twitch à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Et c'est une chaîne politique à l'époque qui a vocation à parler aux jeunes, 15-35 ans, on va dire. Je pense que c'est un peu une première. Tu peux raconter comment se lance Acropolis ? Acropolis se lance justement, pour reprendre le fil de ce que je disais tout à l'heure, se lance parce que un mec comme moi, à l'époque, je suis collaborateur de cabinet ministériel. Donc je suis au cœur du réacteur nucléaire de l'action gouvernementale de la 5e puissance mondiale, quoi. Donc voilà, je suis à un endroit particulier, j'ai un point de vue particulier sur l'actualité politique, et au même moment je regarde Twitch tous les soirs quand je rentre chez moi parce que j'adore ça. Et en fait, l'un et l'autre se marient dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, à un moment où, comme beaucoup de gens, je m'interroge beaucoup sur ce qui est en train de nous arriver, sur la démocratie, sur la liberté d'expression, etc. Et je me dis à ce moment-là que j'ai envie de raccrocher les crampons, d'arrêter la politique et de me diriger vers ce travail de pédagogie, de vulgarisation dont je parlais tout à l'heure, en disant s'il y a peut-être une utilité que je peux avoir, c'est peut-être dans l'explication de ce que c'est que la politique. Et donc voilà, donc je passe mon été, l'été 2015, à configurer un projet dont je me fixe comme objectif de le lancer en septembre 2015. T'es tout seul dans cette aventure? Je suis absolument seul. Ouais, je suis totalement seul. Je lance ça tout seul. Je n'ai aucune compétence d'ordre technique. Je n'ai pas de matériel, et donc je mets un peu d'argent pour acheter du matériel, pour acheter un ordinateur, pour faire simple, acheter un micro, une webcam, etc. À l'époque, c'était encore très artisanal, Twitch. Mon premier fond vert que j'utilisais pour faire des incrustations images, c'était un rideau de douche.
que je tendais La derrière vraie moi. culture de la bricole. Ah ouais, la totale, le do it yourself à l'ancienne. Et puis en termes de logiciel, je vous en parle même pas, je vous épargne ça, mais c'était beaucoup plus arriéré que ce qu'on a aujourd'hui. Donc je passe des nuits entières à essayer de configurer des logiciels que je ne connais pas, à essayer de comprendre comment ça fonctionne pour essayer d'en tirer le meilleur, de manière à être prêt à partir de septembre 2015, quoi. Et donc l'idée qui structure le rendez-vous, c'est ça, c'est de se dire, je vais utiliser cette plateforme qui cartonne auprès des jeunes pour leur Ouais, faire passer, alors peut-être pas des messages, mais leur expliquer, ce qui se passe à un moment donné exactement. où la démocratie est en danger. Il y a la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qui a lieu tous les Tous les mardis. Ouais. À l'époque, c'était le mardi et le mercredi. Et moi, je me fais la promesse que à partir de septembre 2015, en France, il existera une version commentée sur Internet de cette séance pour que les gens puissent y avoir accès, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. À l'époque, c'était sur France 3. Et donc, bah voilà, le pari est tenu. C'est-à-dire que le 15 septembre 2015, je crois à peu près, en direct sur Twitch, je suis en live et j'explique, je commente la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et ça a commencé à partir de ce jour-là et ça s'est jamais arrêté. Et ça s'est jamais arrêté. T'as jamais loupé une séance depuis? Alors j'ai jamais lu. Après, il y a eu le projet Acropolis a pris de l'ampleur, a pris de la taille. À l'époque, mon ambition c'était de créer une web TV. On en parlait tout à l'heure des web TV Ouais. à l'époque sur Twitch. Moi, je voulais créer une web TV. J'étais très ambitieux, très orgueilleux peut-être aussi. Je voulais une web TV avec plein de visages, avec plein de streamers différents qui font des émissions différentes sur des sujets différents et tout. Et donc j'ai créé ce projet-là et je l'ai mené pendant 4 ans. Et il y a un moment où j'ai délégué cette émission, les questions au gouvernement, à un autre streamer que j'avais recruté et formé, qui s'appelle François Malocena. Et donc lui a fait cette émission à ma place pendant 1 an. Donc moi, il y a eu une coupure pendant 1 an, j'ai pas fait cette émission parce que je m'occupais d'autre chose. Enfin, je m'occupais de diriger Acropolis, quoi. Et donc c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Mais donc l'émission a toujours existé. Ça, pendant 1 an, ça n'était pas moi, mais l'émission a toujours existé. Et quel fonctionnement t'avais quand tu t'es lancé en septembre 2015? Je sais pas, t'avais combien de viewers? À l'époque, j'en avais 5. Voilà, dont Ah non, mais peut-être un faut se rendre pote compte. et tes potes, quoi. Ça doit être assez fou, ça. Mais exactement, dans les 5, il y en avait 3 que je connaissais. C'était ça. C'était vraiment, Ouais. je ne suis personne. Personne me connaît, je ne suis personne. J'en parle un peu sur Twitter. Je pars vraiment. Mais je crois que j'ai streamé devant moins de 20 viewers pendant les 2 premières années. Ah ouais, donc c'est quand Jusqu'en même il faut 2010. de la résilience quand même parce que, Ouais. faire ça Bah, pendant 2 ans, enfin, tu vois? Donc c'était pas un projet juste, je le fais pour le succès et cetera. C'était vraiment une mission, tu as ton non, pèlerin et c'est, tu peux pas le faire pour le succès. Tu peux pas vulgariser la politique pour le succès. Ça a pas de sens. c'est Bah, pas une matière sur laquelle tu sais que tu vas pouvoir, capitaliser. C'est un peu mon point, c'est savoir, donc c'était le bouche à oreille artisanal. Est-ce que tu as pas consacré de temps et d'argent à la promotion, à non, non, l'acquisition non. d'audience? Non, j'ai jamais fait d'acquisition. J'ai jamais. Non, j'ai pas passé de temps et d'énergie. Enfin, non. Effectivement, j'ai jamais passé de temps et d'énergie à faire de l'acquisition d'audience, à essayer de toucher un maximum de monde, etc. En plus, comme mon produit n'est pas politisé dans le sens où je suis pas là pour dire ce que je pense, Non, c'est pas partisan. c'est pas partisan, voilà. J'essaye, peut-être que je me mets moins dans une logique de porte-voix, donc j'essaye moins de toucher. En fait, c'est pas vrai quand je dis que j'essaye de moins de toucher. J'essaie de toucher un maximum de monde, mais je sais pas. J'essaye pas de hurler un message sur tous les toits, en faisant en sorte que tout le monde m'entende. Je dis pas aux gens relayez, partagez ce que je dis. Donc tu vois, la notion de viralité, par exemple, sur mon contenu, elle marche moins bien que sur du contenu politique, quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, du contenu partisan, pardon. Ouais, Donc, ouais, parce bon. que t'as pas de trucs chocs, et cetera, Ouais, c'est ou ça. qui vont provoquer au Ah non, les contraire. gens, ils meurent pas d'envie de retweeter mes tweets. Non, mais tu vois, donc du coup, il y a pas d'adhésion partisane à ce que je dis parce que c'est pas partisan. Donc du coup, je passe à côté de tout un phénomène de bulles de filtre. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Oui, presque au contraire, parce que ça veut dire que l'audience que t'es bâtie, évidemment, aujourd'hui, t'es un peu plus de 20, tu nous diras un peu les Ouais. audiences d'un backseat, mais donc c'est des gens qui ont bien compris ça, qui sont totalement en adéquation, qui sont donc forcément beaucoup plus fidèles quelque part. Complètement. Ouais. Et moins troll. J'ai une communauté qui est beaucoup moins massive en termes de nombre, mais par contre, j'ai une audience qui est beaucoup plus fidèle et beaucoup plus impliquée que l'écrasante majorité de mes collègues streamers. Ouais, c'est clair. Suite un peu de l'aventure, donc pour la petite histoire,
Twitch finit par interdire ton émission, hein, parce que c'est le moment où ils resserrent un peu sur leur verticale. C'est plutôt une bêtise, hein, l'avenir l'a dit, sur les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Donc du jour au lendemain, tu reçois un mail, ils te disent on bannit la chaîne. Je suis banni, ouais. Je suis banni de Twitch au bout de quelques jours seulement. Hein. C'est con, j'avais passé mon été à préparer ça. Ouais. Donc je suis banni de la plateforme parce qu'à l'époque c'était interdit de faire autre chose que du jeu vidéo. Je me démerde pour obtenir le numéro de téléphone d'un responsable de l'équipe Twitch que j'ai au téléphone. Qu'il n'y a pas d'équipe en France à l'époque. À l'époque, ouais, il y avait des francophones mais qui bossent pas en France. Mais peu importe, je réussis à l'avoir au téléphone et très gentiment il me dit c'est vachement bien ce que tu fais, vraiment c'est cool. Moi j'adore, mais désolé, en fait c'est pas possible. Tu peux pas être sur Twitch parce que à l'époque, voilà, c'était comme ça. Les conditions d'utilisation de la plateforme interdisaient les contenus hors jeux vidéo. Donc je me rabats malheureusement sur YouTube. YouTube Live à l'époque était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui et c'était déjà pas top. Ouais. Et malheureusement. Pas top en termes d'audience ou de techno? Non mais tout. En termes de techno, la plateforme YouTube, y a rien qui va. C'est vraiment une plateforme de 2000. Même aujourd'hui en 2021. Ah ouais, non, c'est scandaleux à quel point cette plateforme est anti-ergonomique. Elle a pas du tout été pensée pour les producteurs de contenu de toute façon. Donc là, c'était pas le sujet, mais juste petit aparté, pourquoi tu penses? C'est un enfer. Très sincèrement, je veux dire, on parle de Google, on parle d'enjeux qui sont massifs. Ils doivent voir quand même le succès. Enfin, ils doivent voir évidemment. Ils regardent ça de près, le succès de Twitch, les usages, les temps de consommation. Alors ils ont essayé. Pourquoi ils mettent pas une armée de développeurs pour se mettre à niveau? Parce que leur modèle économique ne repose pas sur les producteurs de contenu. Ils ont absolument pas une minute à perdre à développer une plateforme qui soit ergonomique pour des mecs comme moi, pour des gens qui produisent des vidéos sur YouTube. Alors que c'est pas du tout ce qui leur apporte le quart du début d'un revenu. L'industrie de la production de contenu sur Twitch représente une part infinitésimale dans le chiffre d'affaires annuel de YouTube. De YouTube à Twitch, ouais, de YouTube, représente une part infinitésimale de l'argent qu'ils rapportent. Donc en fait, ils ont pas de temps à perdre pour des gens comme moi, etc. Ça les intéresse pas que moi je sois satisfait de leur plateforme et de son usage et de son ergonomie. Donc voilà. Et Twitch, c'est exactement l'inverse, tu vois. Twitch n'existe que par les producteurs de contenu. Pas du tout par d'autres types de contenus natifs, replay, je sais pas quoi. etc., quoi. Donc Twitch, ils mettent un soin considérable à bichonner les producteurs de contenu. Ils essayent au maximum de convenir, de plaire, ils sont beaucoup à l'écoute de leurs producteurs de contenu. Donc c'est pas du tout le même modèle économique. Et donc du coup, en l'occurrence à l'époque, moi j'utilise YouTube pour faire du live, ce qui était une fonctionnalité secondaire de la plateforme. Et de toute façon, c'était un fiasco total parce que personne ne va sur YouTube pour regarder des lives. Non, clairement. La plateforme n'est pas faite pour ça. Non, la plateforme est faite pour cliquer sur une vidéo et la regarder tranquillement dans son lit. Ouais, quand on le souhaite. Quand on le souhaite, si on souhaite, faire pause et tout, machin, voilà. Et moi, donc j'ai streamé pendant 1 an et demi, malheureusement, sur YouTube parce que j'avais pas le choix. T'avais juste pas le choix à l'époque, effectivement. Voilà. Et tu es revenu quand ils ont changé leur en 2017, effectivement, 2017. Twitch finalement change d'avis et ouvre sa plateforme à d'autres types de contenus que le jeu vidéo. Et donc, je suis de retour à partir de janvier 2017, ouais. Top. Quand on regarde la page Wikipédia de Acropolis, enfin, je vois que vous avez absolument, je dis vous parce qu'après, donc, tu t'es entouré, hein, tu l'as dit, c'est devenu vraiment une chaîne, donc avec plusieurs personnes qui streament. Il y a eu plein de programmes qui ont été créés, une communauté fédérée. Est-ce que le modèle réussissait à s'autofinancer? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, il y a pas de modèle économique pour l'information parlementaire auprès des jeunes. Parce que contrairement donc là, tu es de retour sur Twitch, les subs, les abonnements, etc., ça prend pas parce que c'est la matière ou parce que tu n'es pas sur une audience suffisamment importante pour en vivre? Ouais. C'est une question de masse critique. Il y a pas assez d'audience pour en vivre du tout. Acropolis, Acropolis à l'époque, c'était l'idée que j'avais, c'était de faire une web TV, donc une petite entreprise en fait avec par exemple du matériel technique et surtout un régisseur, un réalisateur à plein temps qui s'occupe de paramétrer les émissions et avec des streamers qui du coup n'ont aucune responsabilité technique, qui s'occupent que de mettre les pieds sous la table et de présenter leurs émissions. Mais en réalité, pour financer tout ça, tu peux pas avoir un modèle de financement par les gens parce qu'il n'y a pas de masse critique et il y en aura probablement jamais.
Tu peux pas. En plus, enfin, tu sais, on est à l'époque où naissent des médias bulles de filtre. Tu sais, c'est l'époque de la création du média, par exemple, le média Ouais, de la France QG, Insoumise. le média, Sujet, etc. etc. Ce sont des médias qui sont très intéressants parce que c'est des médias qui justement se basent sur la participation financière de leurs audiences, avec l'idée que de toutes les façons, ces gens-là sont des militants, ces gens-là sont des partisans, et que donc ils sont prêts à mettre de l'argent pour soutenir la cause. Et le Ouais. média est une forme de porte-voix de cette cause. Donc ils sont prêts. Enfin, tu vois, tu touches une fibre sensible politique, partisane, qui permet de faire dépenser de l'argent aux gens. De la même manière que les gens qui s'abonnent à l'UMA sont un peu des militants dans le cœur, donc du coup ils Oui, continuent à soutenir le bon vieux exactement. journal, tu vois. Bah c'est pareil. Moi j'ai pas ce modèle-là. Je peux pas T'as faire rien ça. à leur vendre quelque part qui Bah touche non. une fibre, etc. Non, Si ce non. n'est un pluralisme. Voire même, je fais l'inverse. Moi, j'ai toujours dit, de manière un peu taquine à mon public, j'ai toujours dit, vous savez, moi, le but, c'est que sur cette chaîne, vous entendiez des opinions qui sont pas les vôtres. Je suis Ouais. là pour vous bousculer, je suis là pour vous faire chier, hein. Je suis là pour vous forcer à écouter des gens que vous n'aimez pas, qu'on s'interroge ensemble sur ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent et tout. Ah non, t'as aucune envie de mettre la main dans ton portefeuille J'allais et dire, de en termes lâcher de 5 modèle balles. Ah non, non. économique, c'est pas le truc le plus Ah sexy, non, pas du tout. effectivement. Et donc, du coup, comment on fait? Eh ben, Ouais. on développe des partenariats financiers avec des institutions. On essaye de gratter un peu de pognon à droite à gauche auprès du Parlement européen, auprès de la mairie de Paris, auprès d'un ministère, auprès de machin, etc. Et en fait, on s'est usé avec mon ancien associé Sylvain. On a créé du coup Acropolis ensemble et tout. On s'est usé, fatigué, nerveusement, physiquement. On s'est niqué la santé à essayer de trouver un modèle économique, de faire rentrer un peu de sous-sous pour payer le salaire, pour payer les salaires, quoi. Ouais. Et on n'y arrivait pas. C'était voilà, donc c'est pour ça qu'Acropolis a fini par arrêter, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Il y a eu effectivement des départs dans l'équipe. J'ai vu un peu se passer sur Medium avec une partie de l'équipe qui partait. C'est lié à ça, quoi. Cette crise en fait entre le travail, le matos, l'investissement perso, temps, santé. En fait, c'est et ça. Rien derrière parce qu'en fait personne n'a envie de financer ça. Alors il y a ça, et puis c'est aussi une question de modèle de projet, c'est-à-dire que nous, Sylvain et moi, ce qu'on voulait, c'est que ce soit un projet professionnel. Ouais, tu le disais dès le départ, toi tu on- voulais vraiment cette vision, une web TV, une équipe professionnelle. Ouais, c'est etc. ça. Et il y avait une partie de l'équipe qui, elle, avait une vision différente. Ils voulaient que ce soit un side project à côté de leur vie, parce qu'ils avaient un métier, évidemment, ils faisaient autre chose dans leur vie. Hein. Ouais. Et ils voulaient que ce soit un side project le soir et le week-end, etc. Donc il y a eu des divergences, même de structuration de projet. Est-ce qu'on fait une entreprise, une association, etc. C'est des enjeux qui sont très difficiles et pour absolument tous les producteurs de contenu. Et il y a aucun modèle qui soit parfait pour des projets comme celui d'Acropolis. Et donc voilà. Donc avec mon associé Sylvain, on a essayé de créer une start-up, on a essayé de faire une levée de fonds, on a fait tout ça. Pitcher devant des investisseurs et tout, je l'ai fait. Et donc voilà. Donc je me suis niqué la santé à essayer de trouver un modèle économique pour l'information parlementaire pour les jeunes, sachant que les pouvoirs publics s'en foutaient complètement. L'Assemblée nationale n'a jamais daigné lâcher un euro pour intéresser les jeunes à leurs travaux. Ça les intéresse pas, c'est pas un public qui les intéresse, ils s'en foutent. Le Sénat, pareil, même si Public Sénat, après, on a quand même réussi à créer un format ensemble qui a très bien fonctionné. Mais l'institution Sénat, c'était pas trop son truc. Les ministères, je t'en parle même pas. Ouais, les mecs, pour lâcher 5 balles, ils sont obligés. Enfin, il faut 6 mois de travail et 3 experts comptables pour réussir à trouver un truc. Donc, c'est quand t'es une micro-entreprise qui a besoin de débloquer 3000 balles pour la fin du mois, parce que sinon tu peux pas payer les salaires, c'était autrement plus galère. J'imagine. Donc, période un peu compliquée et pourtant aujourd'hui tu es là et je vais pas dire que t'es une star mais presque pas loin. En tout cas, tu commences à avoir des beaux succès. Qu'est-ce qui se passe entre temps pour qu'on en soit là? C'est quoi? C'est l'évolution des usages de Twitch qui font que organiquement, tu as ton audience a augmenté, c'est ta résilience, c'est quelques événements parce que donc tu as organisé des grands événements, des bâtons avec Altab notamment cette boîte de prod. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné ça vous avez shifté et que ça marche? Il y a pas eu de moment donné en fait. Il y a pas eu un grand basculement? Non, il y a pas eu de grand basculement, j'ai pas bénéficié de boost. J'ai des copains youtubeurs, streamers qui bénéficient d'un boost à un moment. Un mec qui les relaie, soit quelqu'un de très puissant qui les relaie, soit un événement, soit une compétition qu'il remporte, soit même un bad buzz, hein, ça peut non mais ça arrive, hein, voilà. Donc c'est des moments et comme ça il y a des shifts dans la carrière entre gros guillemets de créateurs de contenu sur internet. Il y a des shifts comme ça qui fait que tu multiplies par 10 ton audience d'un coup en moins d'une semaine. Moi j'ai jamais eu ça en fait. Mon audience n'a fait qu'augmenter de manière
organique, classique, voilà. stable depuis 6 ans en fait. Donc c'est parce que ça fait très longtemps que je suis là, qui fait que maintenant j'ai une position très dominante sur le marché, si je puis dire, si tant est qu'il y a un marché, il y en a toujours pas, mais voilà. Sur ce créneau, en tout cas, on va dire. Sur ce créneau-là, ouais. Après, j'ai eu beaucoup d'articles dans les médias. Qui ont énormément une grosse couverture presse de ce que j'ai fait au fur et à mesure des années, mais en fait les médias ne rapportent rien en audience pour des projets comme le mien. Oui, ton audience ne lit pas ces médias. Et pas du tout, mais exactement. C'est une espèce de caution que tu as dans le marché des médias traditionnels, on va dire, en tout cas qui t'installe et peut-être qui t'ouvre quelques portes, mais en termes d'audience, tu n'as jamais vu l'impact. Ah, jamais. Non, mais vraiment, c'est. Alors que t'as eu des beaux articles, hein. J'ai eu des très beaux articles. Ouais, Libération, etc. Non, mais attends, j'ai eu des très beaux articles. Les Un Rock a fait un dossier spécial et tout. Enfin, vraiment, ça va être vraiment impétueux ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression de faire ça pour faire plaisir aux journalistes quand ils m'appellent et qu'ils veulent m'interviewer parce que ça ne me rapporte rien. Mais tu vois, par exemple, j'ai été chroniqueur télé pendant 1 an et demi. J'étais sur LCI tous les samedis. Je sais pas combien ils ont de centaines de milliers de téléspectateurs, mais ça ne m'a jamais rien rapporté en audience. C'est marrant, passer à la télévision quand tu t'adresses à des jeunes de moins de 25 ans, sans déconner, ça ne sert à rien. Donc d'ailleurs, maintenant, j'ai arrêté. Je suis c'est plus ton créneau. Oui, non, j'ai refusé plein d'offres télé-radio parce que en fait, mon public n'écoute pas ça les intéresse pas. Donc en fait, je vais pas perdre de temps. Donc du coup, voilà, tu vois, tout ça pour te dire que malgré cette grande couverture presse dont j'ai bénéficié, mon audience en fait n'a fait qu'augmenter de manière organique petit à petit. C'est le bouche à oreille, c'est des événements auxquels j'ai participé, le The Event, la Zilan, des mouvements, des trucs, l'actualité, le 2017, hein, mine de rien, l'élection présidentielle de 2017, il y a eu un petit peu de public quand même qui est venu regarder mes émissions à l'époque sur Acropolis. Ensuite, il y a eu le 49.3, non, c'était avant. Le 49.3, pareil, plein de gens se sont posés plein de questions à ce moment-là. Puis il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et puis il y a eu, enfin, tu vois, l'audience s'intéresse à la politique en fonction de l'actualité. Et l'actualité, ces dernières années, il faut reconnaître qu'elle nous a beaucoup servi. Ça avait commencé avec Nuit debout et ça a continué avec loi travail, puis Gilets jaunes, puis grève de réforme des retraites, puis Gilets jaunes, puis Covid. Voilà, puis là de nouveau présidentiel. Et ainsi de suite. Donc, séquence. À chaque événement politique, son lot de personnes qui s'interrogent et qui du coup vont cliquer, machin. Donc voilà, donc tout ça pour te répondre sur le fait que aujourd'hui on peut être très impressionné par le nombre de gens qui me suivent. En réalité, ce nombre est très faible. Et j'ai 120 000 followers sur Twitch, c'est vraiment pas beaucoup. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que par rapport à des streamers par rapport à mes collègues jeux vidéo, moi si tu veux j'ai des copains et des copines qui se sont lancés sur Twitch pour faire du jeu vidéo longtemps après que moi je me sois lancé et qui ont 2 fois plus d'audience que moi. Ouais. Et ils ont pas le quart du début du travail que je fournis puisque moi je fais de la politique, pas du jeu vidéo, donc du coup voilà, mais donc c'est pour ça, tu vois, que je te dis qu'on peut être très impressionné par les chiffres que j'ai qui sont en réalité très très faibles. Ma chaîne YouTube, elle a 50 000 abonnés. Elle existe depuis 6 ans. C'est que dalle. Non, mais c'est intéressant que tu le dises, mais je pense que mais elle est en croissance et une espèce de croissance saine. Ouais, c'est une croissance saine, c'est ça. C'est pour ça que ça c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant et t'as raison parce que je pense qu'en fait, ce à quoi je joue, c'est un marathon. Je suis pas un sprinter. Je ferai jamais un buzz qui me fera exploser du jour au lendemain. En revanche, je vais continuer à construire de manière très solide une communauté qui du coup restera avec moi pendant des années, quoi. Je pense. Hein. Ouais, je pense. Et puis plus au-delà de ça, et alors après, bon, c'est quand même un pont entre la politique et une génération qui s'en désintéressait totalement. Bien sûr, dire ça ne te rapporte rien, mais ça a quand même vachement de sens. Tu as plus de sens que avec tout l'amour que j'ai pour le jeu vidéo. Hein, je suis un gamer que de caster ou de streamer un jeu vidéo. Et je sais, le soir quand tu te couches, ça remplit pas, ça paye pas tes factures, bien sûr, de dire ça, mais ça a vachement de sens. Oui, non, c'est ça a du sens parce que je veux que ça en ait. Après, il s'agit pas d'opposer les formats, hein, évidemment. Je suis pas là pour. C'est très très bien le jeu vidéo. J'en suis un grand consommateur, un fanatique et tout. Donc, je suis pas en concurrence avec eux. Mais effectivement, ça a pas la même mission. Moi, j'essaye d'avoir un truc qui a de l'impact sur la vie des gens. Ouais. Mes potes streamers de jeux vidéo, ils essayent au moins de leur faire passer une bonne soirée, c'est bien. Voilà. Ouais, exactement. Et c'est important. D'ailleurs, comment les autres streamers voient ce que tu fais? Donc, tu étais à The Event, hein, pour ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être le raconter. C'est un événement caritatif auquel tu es devenu un des
piliers. En tout cas, tu fais partie des gens qui sont cités, des grands streamers cités quand on veut citer les streamers qui en font partie. C'était une année record. Tu veux expliquer rapidement ce que c'est le The Event? Le The Event est un événement caritatif qui est organisé par un streamer qui s'appelle Zerator, d'où le Z. Zerator donc organise cet événement chaque année, qui est un événement caritatif au cours duquel on est une cinquantaine de streamers et de streameuses parmi les plus célèbres de France à se retrouver pendant un week-end entier et à streamer pendant tout le week-end pour inciter les gens à donner de l'argent pour une association ou une ONG. Voilà. Donc cette année, c'était Action contre la faim, l'ONG qui a pu bénéficier de ce marathon The Event, et on a levé collectivement 10 millions d'euros au profit de cette ONG, on a pulvérisé le record de l'année dernière. Voilà. C'est fou. Et donc c'est à suivre, c'est vraiment très impressionnant à suivre. Ouais, c'est un des plus gros événements de l'année sur le Twitch francophone. Mais d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est marrant, j'en discutais avec les équipes de Twitch dans le train pour le The Event justement, qui m'expliquaient que les Américains, donc les dirigeants de Twitch américains, sont très impressionnés par les Français. Parce qu'en fait, nous en France, sur Twitch, on fait plein de trucs qui n'existent pas aux États-Unis et que les Américains ne font pas, ne savent pas faire. Les Américains, évidemment, ils ont des audiences anglophones qui sont beaucoup plus puissantes que les francophones, bien sûr. Donc ça se compte en dizaines de milliers très rapidement. Mais en revanche, c'est très plan-plan en fait le Twitch américain. C'est du jeu vidéo, c'est classique. C'est que du jeu vidéo avec un mec seul chez lui ou une nana seule chez elle qui joue. Bon, c'est bien. Nous aussi, on en a beaucoup. Mais en fait, nous en France, on a aussi The Event. On a la Zilan qui est une compétition amateur. On a Jean Massier qui fait des trucs en politique. On a Backseat. On a des web TV. On a Au Gaming. On a Popcorn, évidemment, un immense talk show, etc. Et ça, les Américains, ils sont vraiment bluffés quand ils voient ça. Vraiment bluffés, hein. Quand ils voient ça. Et d'ailleurs, quand ils ont changé, pour revenir en 2017, quand ils ont ouvert la plateforme à d'autres types de contenus, c'était pas pour les Anglais qui le faisaient, hein. C'était pour les Français, les Allemands et tout. Donc peut-être qu'à ma petite échelle, j'ai aidé Twitch à diversifier ses contenus. Ouais, et donc les équipes de Twitch France, elles sont admiratives, elles regardent. J'adore. Tu leur parles régulièrement Oui, on se connaît bien. Maintenant, depuis les années. Part de Twitch Je suis partenaire de Twitch. J'ai un contrat de partenariat avec Twitch qui me permet du coup de monétiser mon contenu. J'ai un contrat de partenariat, je les connais. Alors c'est marrant parce que donc c'est les équipes de Twitch qui m'ont banni il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et aujourd'hui, c'est des gens qui non seulement aiment beaucoup ce que je fais, mais en plus me soutiennent, me défendent. Et ils m'ont même dit que quand ils font des presses PowerPoint business, je suis cité parmi les exemples de chaînes. Tu veux, non, mais c'est marrant, c'est d'Amazon. Tu disais d'Amazon, donc c'est vrai que même si ton audience n'est pas aussi importante, c'est un ovni et dont on parle de plus en plus parce que je pense que les gens sont aussi impressionnés, etc. Donc c'est chouette d'être dans les références poussées dans les presses PowerPoint aux US. Être mis en avant dans les PowerPoint d'Amazon, je trouve ça marrant. C'est quand même donc voilà. Et donc excuse-moi, j'ai fait une digression parce que je sais plus quelle était ta question, mais oui, on parlait du The Event et surtout ta question c'était comment est-ce que je suis ta relation par rapport aux autres streamers, est-ce qu'ils te voient comme en fait, c'est compliqué parce que moi j'ai toujours eu un grand complexe d'illégitimité sur cette plateforme qui est en partie guidé par le fait que certains streamers n'ont jamais caché le fait qu'ils voyaient pas l'intérêt de ce que je fais, et il y en a beaucoup qui ont considéré pendant longtemps, peut-être qu'ils ont changé d'avis, en tout cas je le souhaite, que j'étais un peu un charognard qui venait avec ses gros souliers sur leur plateforme faire un gratter de l'audience, qui n'a rien à voir avec l'ADN pour parler de politique et tout. Ouais. Donc il existe sur Twitch un réflexe pavlovien, identitaire je sais pas, il y a un côté, c'est notre territoire, c'est chez nous, arrêtez de venir dans notre bac à sable, les autres, ceux qui font pas de jeux vidéo, les non-gamers, etc. Alors c'est souvent des réflexes que tu vas trouver chez des misogynes, par exemple, qui n'aiment pas les femmes, qui estiment que les femmes n'ont rien à faire sur Twitch parce que tu comprends que les vidéos c'est un truc de bonhomme. Les pool girls, je sais plus comment les appeler. Voilà, c'est ça, les hot tubs, etc. machin. Ouais. Donc donc ça existe, hein, ça sur Twitch, des jeunes mecs masculinistes qui estiment que Twitch ça devrait être la chasse gardée des bonhommes qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Bon. Un reste de culture un peu toxique, quoi. Ouais, bien sûr, ça existe. Et donc voilà, donc cette culture toxique, je l'ai aussi ressentie moi de mon côté, dans le côté c'est qui ce connard, pour qui il se prend, etc. machin. Donc ça a existé. Et moi, j'ai toujours considéré que j'avais mes preuves à faire. Que je devais justifier en permanence de pourquoi est-ce que j'étais sur Twitch. J'ai toujours considéré que j'étais le vilain petit canard qui doit en faire 2 fois plus que les autres pour justifier sa présence dans la basse-cour, y compris aux The Event. Et donc voilà, donc c'est pas toujours évident, même si une fois que je dis ça,
en réalité, avec le temps, je suis devenu très proche de beaucoup de streamers qui sont sur la plateforme depuis longtemps. Je suis devenu proche de Zerator qui organise le The Event. Je suis devenu très proche de Ponf, donc qui est le fondateur d'OGaming, qui est une des web TV historiques de la plateforme. Et aujourd'hui, je suis apprécié et mon contenu est apprécié par beaucoup de streamers qui trouvent ça génial ce que je fais et qui, au contraire, valorisent ça. Donc tant mieux pour moi. Exactement. Et donc, tu parlais de Ponf, qui est le fondateur de OGaming Altab, cette boîte de production que tu as donc rencontré pendant toutes ces aventures dont on parlait, avec qui tu as ce projet, tu as eu ce projet que vous avez lancé, Backseat. Exactement. Est-ce que tu peux nous venir, parce que là c'est ton gros projet récent, hein, alors tu fais plein de choses, on a parlé de tous ces événements, mais aujourd'hui je vais pas dire ta grosse actualité, ça fait un peu la question, c'est un peu à l'ancienne, c'est quoi ta grosse actu, mais c'est ton gros projet, c'est ton bébé, c'est Backseat. C'est quoi l'idée de l'émission? L'idée de l'émission, c'est un peu le parachèvement de toutes ces années de travail sur la plateforme à créer des formats et des contenus. L'idée de Backseat, c'est d'offrir un format qui soit un talk show d'actualité politique à destination des jeunes sur Twitch. C'est un peu le pari fou de se dire qu'on est en pleine campagne présidentielle, que tous les médias, et c'est bien normal, sont en train de rivaliser d'audace et de production pour intéresser les Français, les formats, la grande émission politique de France 2, les débats des primaires des écolos et des républicains. Tout le monde y va, et c'est normal, c'est une campagne présidentielle. Donc on est dans un moment où tous les médias rivalisent de contenu politique et tout. Aucun contenu politique n'a jamais été pensé pour s'adresser très spécifiquement et directement à un public jeune. Jamais. Et là, tu vois toujours pas, il y en a toujours pas. Parce que tu fais, il y a toujours rien. Toujours rien, toujours rien. Pour tout un tas de raisons, y compris parce que les jeunes ne regardent plus les médias traditionnels en grande partie, donc forcément on va pas se faire chier à aller s'adresser à des gens qui de toute façon ne regardent pas, c'est la garantie de faire des faibles scores d'audience, etc. Tout ça pour dire que c'est le moment où moi j'ai une responsabilité dans ce marasme, c'est d'être au rendez-vous et de dire moi je vais le faire, moi je vais proposer un format, un contenu qui va s'adresser à des jeunes qui sont éloignés de la politique, qui n'aiment pas la politique, qui ont même probablement pas très envie de regarder une émission politique, mais moi je fais le pari que si on le fait bien, ça peut être la première émission politique regardée par des jeunes, et ce sera peut-être ce qui déclenchera leur intérêt pour la politique et ce qui plus tard les fera évoluer vers d'autres formats et voire même pourquoi pas vers les médias traditionnels, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, donc c'est ça Backseat, c'est une fois par semaine un talk show en plateau, sur un très beau plateau, très grand, très ambitieux, 2h30 d'émission où on parle d'actualité politique avec des chroniqueurs qui sont tous issus du web. Donc c'est pas des professionnels de la politique, c'est pas des personnalités politiques, c'est pas des journalistes professionnels non plus, ce sont des gens d'internet qui sont avec moi sur le plateau, des chroniqueurs passionnés d'actualité politique avec qui on discute d'actualité politique, et on a des invités, et parmi les invités, ce que je veux, c'est que nous recevions des personnalités politiques de premier plan qui viennent dans mon émission de la même manière qu'ils vont au grand jury d'RTL ou à la grande émission politique de France 2, quoi. Je veux que cette émission prenne sa place dans le paysage médiatique comme The Place to Be pour des personnalités politiques en vue qui veulent être vues et qui veulent avoir des choses à dire, et là ils s'adressent à des jeunes. Mais la condition sine qua non. Ouais, on va y revenir, ouais. Ouais, parce que c'est évidemment hyper intéressant. Je voulais juste, avant, sur la manière dont est fabriquée l'émission et ce qu'il y a, avant qu'on parle vraiment de son contenu, quelle est la nature de ta collaboration avec Altab? On est et au niveau, liberté créative, comment ça se passe, qui fait quoi? On est en coprod. Altab Productions, c'est une boîte de production qui est historique sur Twitch et qui est pionnière et qui a un savoir-faire unique dans la fabrication d'émissions live sur Twitch. Ils sont spécialisés dans l'e-sport, ils ont fait sur League of Legends pendant très longtemps, sur StarCraft 2, et puis moi je bosse avec eux depuis des années, on a déjà fait des émissions ensemble par le passé. D'accord. Et donc on est en coproduction, Altab et Jean Massier. Donc eux t'apportent les moyens techniques, leur savoir-faire technique, et toi tu j'apporte l'édito, quoi. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est ça exactement. Donc on construit ensemble cette émission sur une première saison, donc d'1 an, qui comprend 40 épisodes à terme, qui nous emmène jusqu'au mois de juillet 2022, donc pour enjamber toute la période de la présidentielle et des législatives. Ouais. Et donc c'est 40 émissions en plateau avec le savoir-faire technique d'Altab, voilà, dans leur studio. Donc gros upgrade en tout cas sur les moyens, quoi. Tu passes d'un truc face cam ou d'un coup plateau et tout. Énorme upgrade, ce qui d'ailleurs est un dispositif éditorial pour moi. Cet upgrade, c'est pas juste pour le plaisir d'avoir un beau plateau, c'est parce que quand tu crées une émission sur un
grand plateau, sur un beau plateau dans lequel tu mets beaucoup de soin à travailler la direction artistique, etc. En fait, tu envoies un message subliminal à ton public en disant à ton public que ça a de l'importance. Enfin, que moi je dis à mon public, comment dire, vous avez de l'importance à mes yeux. Et donc, je veux vous proposer la chose qui respecte le mieux l'importance que je vous accorde et l'importance de votre opinion sur la politique. Donc, je veux pas faire une émission à la Zub. Sous prétexte qu'on est sur Internet, on devrait faire des petits plateaux un peu à l'arrache ou alors être en visio sur Zoom, faire des émissions dégueulasses et tout, avec 3 webcams. Ça, je l'ai fait pendant des années. C'est très fun, c'est très cool, ça coûte pas cher. Mais en vrai, ça n'est pas au niveau de l'importance que j'accorde, de la matière et de l'importance que j'accorde au public. Ouais, qui t'accorde 2 heures et demie de son temps. Bah, c'est ça. Moi, si je veux réussir à convaincre des gens de m'accorder 2 heures de leur temps, bah, le moindre des choses, c'est de leur proposer un contenu qui soit ultra qualitatif, de très très haut niveau, quoi. Très clair. Quel est le modèle économique d'une émission comme ça? Tu disais tout à l'heure, tu avais du mal à financer. Il n'y en a toujours pas. Ça n'a pas changé. Hein. Donc, c'est quoi? Vous avez un mécène? Est-ce que c'est un appel à la communauté? L'émission est financée à peu près à hauteur de 50% par un financement participatif qu'on a lancé auprès de ma communauté en mois de juillet dernier. Donc, au mois de juillet dernier, j'ai annoncé le lancement de cette émission. On a fait une pré-saison, donc de quelques épisodes en direct, sous forme de proof of concept, tu sais, le truc. Voilà, je vais. POC, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, voici une émission. Si elle vous plaît, si vous la trouvez cool, bah donnez de l'argent parce qu'en fait, elle n'existera pour l'année prochaine que si vous mettez de l'argent. Et donc, on a réussi, et j'en suis très très heureux, on a réussi à lever plus de 100 000 euros au cours de ce financement participatif qui a duré 1 mois et demi. Et donc voilà, donc on a réussi à lever 100 000 euros qui finance à peu près la moitié du budget total de cette émission sur 1 an. Okay, et le reste de l'argent, on a reçu une aide du CNC. Le CNC qui aide les créateurs sur Internet depuis quelques années maintenant. Oui. Mais jusqu'à présent, ils aidaient pas les contenus live. Ils faisaient que du contenu froid sur YouTube. Et ça y est, on a été la première émission Twitch soutenue par le CNC. Donc on a bénéficié d'une partie de leur aide. Et le reste, on va aller le chercher du côté de différents partenaires. Annonceurs, sponsors, sur un modèle économique pour le coup assez classique. Hein. Et donc avec un rev share, j'imagine un partage de revenus entre Altab et toi. Oh, il n'y a pas de partage de revenus. S'il reste quelque chose à la fin. Ah, s'il reste quelque chose à la fin, on verra. Ouais. C'est déjà, moi, je veux qu'on arrive à l'équilibre. Que ça nous coûte pas d'argent. À nous, personnellement, j'ai déjà investi suffisamment d'argent. Ouais. Et on verra. Et si on est bénéficiaire, j'espère qu'on mettra le pognon pour une saison 2. On verra. Écoute, et les audiences sont bonnes? Et les audiences sont en croissance constante en fait. Je suis assez content. On a commencé l'émission avec. Tu peux donner quelques chiffres? 4000. Ouais. Alors pour préciser pour ceux qui nous écoutent, le chiffre qu'on regarde le plus quand on est streamer, c'est pas le nombre de personnes, c'est pas le nombre de visites uniques ou ce genre de choses. C'est en fait le nombre de personnes à l'instant T qui sont là, ce qu'on appelle le nombre de viewers en direct. Ouais. Et on regarde le pic dans l'émission. Ça a été quoi le maximum d'audience qui a été à un moment à un instant T en train de regarder ce qu'on faisait. Et donc on a commencé cette émission avec 4000 personnes. Ouais. Donc à mettre en parallèle avec ce que je disais tout à l'heure où je disais qu'il y avait 5 personnes qui me regardaient en 2015. Donc là on a commencé à 4000. On a commencé à 4000 et on est doucement monté jusqu'à 5000, 6000 et là la dernière émission jeudi dernier on était 10 000, 10, 11 000 en pic. Donc c'est une croissance constante. Ça n'arrête pas d'augmenter et j'en suis très heureux. Et en quelques semaines, là, pour le coup. Et pour le coup, en quelques semaines, parce que l'émission la saison 1 a commencé début septembre, ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est plutôt. Ouais, c'est vrai, ça fait 2 mois. Vous êtes mis des objectifs parce que, donc, je reviens juste. Donc, c'est les viewers, le nombre de spectateurs en instant T, le pic, mais tu regardes pas, le nombre de cumuls en replay, je sais pas. Après, j'imagine que tout ça, tu le mets en. Non, alors c'est plus intéressant en fait. C'est pas ça que vous regardez. C'est pas les KPI. On a des replays qui sont évidemment disponibles sur YouTube, sur Twitch également. On a beaucoup d'informations de ce type-là. Moi, je regarde très très peu les chiffres, mais là, du coup, je suis en train de les regarder à l'instant où je vous parle. En replay, chacune de nos vidéos fait qu'il y a 15 000 personnes qui regardent en replay. Ouais. Mais ça, c'est que les replays YouTube, donc ça comprend pas les replays Twitch. On a un podcast aussi, du coup, avec l'audio. Ça, j'ai aucune information sur les chiffres. Moi, je mise tout sur le live, je t'avoue. Donc, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à combien il y a de personnes en live. C'est une espèce de longue traîne, mais en tout cas, pour la monétisation, pour toi, ça change strictement rien. Ça change pas grand-chose. Et c'est que les gens viennent en live le jeudi soir.
Ouais, absolument. C'est ça le plus important pour moi. Mais je crois que pour en avoir parlé avec ma coproduction, justement, je crois qu'on est à plusieurs centaines de milliers de vues en replay. Enfin, au total, en En fait, total, si tu cumules chaque émission, si tu cumules les visiteurs uniques de chacune des émissions en comptant les replays, on est à plusieurs centaines de milliers de jeunes, ouais. C'est pas mal, Voilà. tu vois. Enfin, Donc c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, c'est assez fou. Et puis donc là, tu te dépasses un peu le cadre politique dans Backseat. Il y a plusieurs moments dans l'émission. Ça peut devenir un talk show. Tu peux être en concurrence avec un Popcorn demain. Popcorn, qui est l'émission de Domingo. Alors Popcorn, c'est le mardi soir. Ouais. Donc voilà. Donc déjà, c'est bien pour ça que j'ai pas mis mon émission le mardi soir, évidemment. Donc Popcorn, effectivement, tu as raison de le rappeler, c'est un talk show historique sur Twitch, créé par Domingo et qui est un peu la référence. Hein. C'est une des plus belles émissions qu'on a sur Twitch aujourd'hui en termes de prod, en termes de qualité et tout. Moi, ça m'a beaucoup inspiré, hein, Popcorn. Et donc, est-ce que je pourrais être en concurrence en termes d'audience? J'espère peut-être un jour, mais j'y crois pas trop parce que Popcorn, pour le coup, ils sont loin devant. Eux, ils crois qu'il a plus de 130 000. Hier soir, il était à 80 000, à peu près 60 000, 80 000. Ça dépend des émissions. Ça lui il y a des coups quand il a eu un Thomas Pesquet. Effectivement, oui. il y a des coups forcément en fonction de C'est marrant parce que tu vois là, on parle de Domingo en disant il a plus de 100 000 personnes avec un peu de dédain dans la voix. Faut bien se rendre compte que 100 000 viewers simultanés sur Twitch, il y a 2 ans et demi, c'était le record absolu de l'année. Ouais, et lui il fait ça. Non, mais voilà. En fait, c'est en train de dire quelque chose, c'est que la plateforme Twitch a explosé pendant le confinement, pendant le Covid. La plateforme Twitch a explosé. Aujourd'hui, voilà, Domingo, il fait régulièrement plus de 100 000 personnes. Ouais. C'est lunaire en fait. C'est absolument extraordinaire la quantité de personnes qui regardent ces émissions. Et le The Event, j'en parle même pas. On est monté à combien? On est monté à 1 million, je crois. On est monté à plus d'1 million en cumulé. De spectateurs, donc on est loin devant plusieurs chaînes télé au même moment, à la même heure, etc. On n'est pas du tout en train de tutoyer TF1 et France 2. Non, mais c'était un des gros événements médiatique. En tout cas, c'est un énorme événement médiatique. La finale des Worlds de League of Legends, c'est 1,4 million de viewers sur la soirée, sur tout Twitch. Monde. Oui. Alors après, faut faire attention parce que les Chinois n'ont pas Twitch, du coup ils regardent sur d'autres types de plateformes. Donc si tu rajoutes les Chinois qui regardent, t'as plusieurs dizaines de millions de personnes. mais il n'empêche quoi, c'est des gros événements. Donc voilà. Donc Twitch, ils sont en train d'atteindre les sommets. Incroyable. Ouais, absolument. Mais enfin tu vois quand tu parles de concurrence, est-ce que ça pourrait être en concurrence? Encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable, et quand on compare ce qui est comparable, moi mes audiences sont entre 4 et 5 fois supérieures à celles de la chaîne parlementaire sur internet en live. Ouais. Ça c'est intéressant aussi comme. Oui, parce que et pour le coup c'est comparable puisque c'est exactement la même émission, c'est-à-dire les questions au gouvernement, que ce soit le mardi ou le mercredi. Quand je compare avec les chaînes parlementaires et leur diffusion web, eux ils stagnent à 500 personnes et moi je monte à 3 ou 4 000 personnes. Tu les exploses quoi. Et depuis longtemps pour le coup. Enfin, c'est que quand je dis que je suis la première chaîne parlementaire pour les jeunes, c'est pas faux en fait en audience, c'est pas comparable. Après il faut pas comparer avec les audiences télé parce que c'est pas les mêmes moyens de production, c'est pas du tout la même chose et c'est pas vraiment comparable, mais sur internet ouais, donc tu vois encore une fois comparer ce qui est comparable, c'est important. Exactement, ça a remis un peu en perspective. Revenons sur la préparation des émissions. Donc tu travailles effectivement avec des chroniqueurs qui ne sont pas forcément des journalistes, qui ne sont pas des professionnels des médias, qui ne sont pas des professionnels forcément politiques. Comment s'organise la préparation des émissions? Tu as dû inventer une nouvelle manière de travailler. Comment ça se passe? Et puis aussi l'avis des fans, parce qu'on parle de Twitch. Donc il y a le fameux chat, hein, les gens réagissent en direct sur les invités, etc. Tu peux nous parler un peu plus du contenu de l'édito? Eh ben écoute, l'édito, l'émission est divisée en plusieurs séquences. Pour faire simple, il y a les sujets de la semaine. Donc je suis avec mes chroniqueurs et on discute ensemble de 2 sujets d'actualité dont on a envie de parler. Par exemple le nucléaire, par exemple le congrès des Républicains. Bon, en fonction des semaines, voilà. Donc il y a cette séquence-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cartes blanches, qui est une séquence où je propose à mes chroniqueurs de passer un coup de gueule, un coup de cœur. S'ils ont un truc à dire, c'est un peu leur moment, quoi. Donc là, j'ai rien à préparer, ceux qui font. Ensuite, il y a l'invité de la semaine, où là, c'était un échange, une interview avec notre premier invité dans l'émission, est une personnalité d'internet qui ne s'intéresse pas à la politique, enfin, qui ne fait pas de politique quotidiennement. Ouais. Et notre but, c'est d'avoir un échange avec cette personne sur son rapport personnel à la politique. Comment tu te sens, toi, à la politique? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te saoule? Est-ce que tu votes? Est-ce que ça, enfin voilà, dis-nous un peu comment tu te sens, comment tu vois les choses. Ce qui raccroche aussi
aussi un peu avec l'audience, qui permet aussi de faire un peu d'espèce de cross promo aussi, de ces gens qui ont une communauté. Ouais. Prend aussi. Ouais. Il y a un peu cet aspect-là, mais c'est surtout une vraie volonté éditoriale de ma part de leur proposer l'opportunité de vider un peu leur sac pour parler de politique, parce qu'en général, ce qu'ils ont à dire est très très représentatif de notre génération. Ils peuvent vraiment dire ce qu'ils veulent, quoi. Et ouais. Et en plus, moi, j'attends pas d'eux qu'ils soient des fans de politique. Justement, ce qui m'intéresse plus, c'est quand ils s'en foutent de la politique. C'est là qu'on touche quelque chose de vrai, en fait, parce qu'ils représentent vraiment ce que pensent les jeunes. Donc c'est cette discussion-là que je vais avoir. Et voilà, ensuite on finit cette séquence avec un jeu qui s'appelle le quiz à la con, où le public peut voter pour les bonnes réponses, enfin ce qu'ils estiment être les bonnes réponses aux questions que je pose. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, il y a l'invité politique, où là c'est l'invité politique de la semaine. Donc c'est exactement comme je suis avec mes chroniqueurs, et c'est exactement comme n'importe quelle émission politique où on a un invité politique à qui on pose des questions, quoi. Et donc pour la préparation éditoriale de tout ça, il y a un journaliste qui travaille avec moi et qui s'occupe de la programmation et de la préparation éditoriale, qui s'appelle Simon, et qui donc prépare ma fiche édito et me met des sources et me prépare mon émission. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ça c'est une émission chaque semaine, mais moi je fais une émission par jour. Donc je peux pas consacrer tout mon temps à la préparation de Backseat, donc c'est pour ça que j'ai embauché un journaliste qui bosse avec moi. Avec mes chroniqueurs, on fait une réunion la veille, en général le mercredi matin, à distance, en visio, pour se mettre d'accord sur les sujets de la semaine. D'accord. Voilà, on balaye un petit peu ensemble, on réfléchit à haute voix sur ce qui pourrait être intéressant dans l'émission de la semaine. Et ensuite, le quiz à la con, il est préparé par des membres de ma communauté qui s'amusent chaque semaine à préparer des questions débiles en lien avec la politique. Voilà. Donc la préparation éditoriale, elle fonctionne comme ça. Après, moi, je prépare mon émission comme toute personne qui prépare son émission. Ouais, bien sûr, ton entretien, notamment le grand entretien ouais. quelque part. Et t'arrives à aujourd'hui, la marque Jean Massier suffit à attirer des présidentiables. Ouais. Ouais. Ils ont compris quelque part. En fait, ils me connaissent déjà, surtout, parce que c'est ça aussi dont je me suis rendu compte. On en parlait tout à l'heure, la couverture médiatique, etc. Ouais. En fait, Jean Massier et Acropolis, mais surtout Jean Massier, ça fait des années que ça existe, et ça fait des années qu'en fait tout le petit landerneau politique sait que ça existe. Ouais. Donc en fait, toutes les équipes de campagne, les militants, les assistants parlementaires, qui eux sont etc. beaucoup plus connectés quelque part. Ils le savent. En fait, ils me connaissent. Ouais, ils me connaissent, ils savent qui je suis, ils connaissent mon contenu, ils voient ce que je vaux, etc. Donc en fait, ils me connaissent. Et du coup, la marque Backseat, la marque Jean Massier aujourd'hui, non seulement ce n'est pas un repoussoir, mais en plus même ça donne envie aux politiques de venir. Donc maintenant, ça y est, les politiques commencent à se bousculer au portillon pour passer dans Backseat. Alors moi, ça m'énerve toujours un petit peu, je t'avoue. Les politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils te tournaient le dos à un moment, non, c'est très opportuniste, non ? Pourquoi ? Non, c'est juste que moi, j'aime pas qu'on s'invite chez moi. donc je reçois souvent des sollicitations de la part de politiques qui me demandent est-ce que ce serait possible d'être invité dans Backseat. Et je leur réponds toujours poliment que ça marche pas comme ça, que c'est pas eux qui décident, que c'est moi qui les inviterai le jour où j'estimerai que c'est intéressant. Mais c'est bien moi qui fais l'émission, c'est mon émission. Voilà, mais c'est marrant, je m'attendais pas du tout à ça. Très marrant ce rapport. Je t'avoue que moi, quand j'ai lancé Backseat, j'avais peur que des politiques refusent de venir. Second couteau, si t'as que des, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour ces personnes, oui. C'est vrai que ça peut être un fail quelque part si t'as pas les bonnes personnes, dont les présidentiables, parce que il y a que ça qui va compter dans cette séquence qui se présente. Les présidentiables et ce que j'appelle les personnalités politiques de premier plan. Oui. C'est-à-dire ministres, chefs de parti, candidats à la présidentielle, et parfois députés en vue sur certains dossiers, certains sujets, etc. Donc c'est ça que j'appelle le premier plan. Mais effectivement, je ne veux pas je veux pas faire une émission de second couteau, quoi. Ouais. C'est très méprisant ce que je dis, mais en fait, non, je sais, et c'était pas le bon terme, mais en tout cas, on comprend bien. L'idée, c'est que Backseat, t'as investi, voilà, c'est pour que ça marche vraiment bien, marquer le coup. Effectivement, il faut que ce soit entre guillemets pris au sérieux et que t'aies les vrais bons candidats, quoi, le triple A, pour revenir un peu sur les jeux vidéo. Non, mais c'est ça. Et pour le coup, ça marche. Les candidats, j'ai eu aucun refus de principe. Par contre, les candidats sont très peu disponibles, mais ça faut s'y attendre, c'est comme ça. Quoi. Ouais. Mais ça, alors là, pour le coup, j'ai le même problème que tous les journalistes, que tous les gens qui font ce qu'on appelle la programmation sur les plateaux. C'est l'enfer, ils sont jamais dispo, il faut s'y faire, c'est comme ça. Il faut essayer de se battre un peu, mais ça fait partie du jeu. Ouais, donc, je plus le sois. Donc ouais, non, tu sais ce que c'est, quoi. Bon, bref. Écoute, top, j'avais plein de questions, mais je pense que je t'ai déjà pris pas mal de temps.
si peut-être quand même, puisqu'en fait ceux qui écoutent Mediarama sont dans les médias peut-être parfois plus légataires, quel conseil tu donnerais aux médias traditionnels sur le traitement politique, en particulier auprès des jeunes? Est-ce que tu as vu des initiatives ailleurs, peut-être des choses qui sont inspirantes pour C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai vu des initiatives ailleurs? Non. Le conseil aux médias traditionnels, c'est parler aux jeunes, en fait. Parlez-leur. Ne présupposez pas de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, etc. Juste ayez la sincérité d'aller vous adresser, enfin pas vous adresser à eux, mais de les écouter. J'essaie de réfléchir un peu au format qui existe. La plupart du temps, c'est un peu cringe, c'est toujours un peu à côté de la plaque. Exactement. Comment éviter ce truc-là? Tu vois, est-ce que c'est de l'humilité? Est-ce que c'est pas beaucoup d'humilité, bien sûr. personne? En fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'auprès des jeunes et sur Twitch, etc., les marques médias ne valent rien. La marque TF1, la marque en tant que marque, exactement. La marque en tant que marque, ouais. La marque TF1, qui est le navire amiral de l'audiovisuel français depuis des décennies, ne vaut rien. La marque BFM TV, qui est énorme à la télévision, ne vaut rien sur Twitch. La marque France Télévisions ne vaut rien. La grande émission politique de France 2, c'est de la merde, on s'en branle. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, du coup, ça impose de l'humilité. Ça impose pour les médias de se reposer la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre par-delà la marque et la puissance de marque. Qu'est-ce qu'on propose et en quoi est-ce que ça plaît ou en quoi est-ce que ça plaît pas. Et donc, pour parler aux jeunes, je pense que le mieux, c'est simplement de les écouter, de leur donner la parole, de prendre le risque de faire preuve d'humilité. Et ce qui fonctionne le mieux sur Twitch et d'une manière générale dans ce qu'on appelle le marché de l'influence, c'est la personnification, c'est l'incarnation, comme on dit. Samuel Etienne est une marque qui marche beaucoup mieux que France Télévisions. C'est clair. Parce qu'en fait, on veut suivre une personne, un être humain, avec toute sa fragilité, avec toute sa sincérité, son authenticité. C'est ça qui marche sur Twitch. C'est pas une belle émission avec un beau bandeau bien ficelé, etc. C'est de la sincérité. Et ça, par rapport à Backseat, tu t'es posé les questions justement. Est-ce que les gens ils viennent Jean Massier? Est-ce qu'avec Backseat, ils risquent pas de se dire c'est le gros dispositif, etc. Bon, non, on va regarder. Je vois bien que si on est dans totalement autre chose, hein, mais tu penses que c'était le bon moment Ouais, justement, c'est que moi j'ai atteint la maturité pour pouvoir arriver au moment où je peux proposer ce type de format-là. J'aurais proposé Backseat au tout début, ce serait passé à côté. Évidemment, parce que j'ai eu besoin le live à l'époque, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, comme le live, exactement. Comme l'échec du live, c'était exactement ça. C'est le caractère un peu orgueilleux de voilà. On arrive avec les gros moyens. Donc non, il faut se construire une légitimité avant de faire ça. Et donc en fait voilà, c'est ça. Les médias ont tendance à arriver sur les plateformes avec l'idée qu'ils sont déjà légitimes, qu'ils sont légitimés sur d'autres formats, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et donc du coup faites gaffe à ça. Ne débarquez partir de zéro. En fait, il y a un chemin à faire. Il y a un côté repartir de zéro. Pas hésiter à y aller. Un petit peu au côté do it yourself. Hein. Vraiment, hein, faut pas hésiter à y aller. C'est cool. C'est un peu marrant. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour des journalistes pros dans ces rédactions-là de retourner à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Et mettre les mains dans le cambouis et la technique, etc. Ça peut, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes à qui ça plaît beaucoup, donc. Exactement. Faut leur laisser un peu de temps et pas chercher à immédiatement, etc. Ouais. Super pour tous ces retours, Jean. On arrive au bout de cet entretien. Merci du temps consacré. Merci. Je sais que tu es fort sollicité et que c'est vraiment le moment où tu es un peu en train d'exploser dans le bon sens du terme. Donc bravo pour cette résilience bien méritée. Je mettrai dans les notes de l'épisode évidemment toutes les URL, tous les liens où on peut te retrouver. Et donc c'est rendez-vous tous les jeudis soirs sur ta chaîne Twitch Backseat. Tu peux rappeler l'heure du live? C'est tous les jeudis à 19h30. Pour 2h30 de direct. Exactement. On mettra tout ça. Merci Jean. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, c'était le cas. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien!